Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux pour Yet Another Talk sur la Gen AI. Comme quoi, on en redemande. Ce que je vous propose là, c'est peut-être prendre un angle de vue un peu différent. On va pas parler des capacités intrinsèques des large language models, ce genre de choses-là. Et je me suis mis dans le thème je sais pas comment appeler ça, Cyber Maya, ou je sais pas c'est quoi trop le thème de Vox. Moi, j'ai appelé un peu Indiana Jones, quoi, on explore. Et donc, ce que je vous propose, c'est de partir en voyage avec moi en expédition pour explorer la jungle des LLM, quoi. Parce que c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est dense, il y en a partout, on entend des bruits, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a des gros trucs, il y a des petits. Et donc, j'ai appelé ça d'OpenAI à Open Source AI parce que l'angle de vue que je veux proposer, la carte et la boussole, en fait, c'est de regarder qu'est-ce que ça veut dire open pour un large langage de modèle. Parce qu'il y a beaucoup de buzz, beaucoup de communication, beaucoup d'open washing, beaucoup d'open bashing. Et donc, c'est de découvrir un petit peu dans cette jungle qu'est-ce qu'on a, toutes les variantes qu'on peut avoir entre propriété commerciale et ouverture collaborative. Ok. Donc, je me présente, je m'appelle Raphaël Sémété, je travaille chez Worldline via Atos auparavant depuis 1999, je suis basé à Paris, je suis responsable des activités d'Evrel, mais bon, je suis architecte, donc j'ai l'habitude de regarder les choses, comment on les assemble, pourquoi faire, etc. Et je suis expert open source, et ça c'est important, parce que je vais utiliser cette expertise-là pour explorer justement cette jungle-là. Et puis ça, c'est mon avatar, bon, vous aurez peut-être la Rafiki. Ah oui, puis je fais la promo aussi du podcast Projet Libre, parce que j'aide un super pote, maintenant je suis quasi dans l'équipe d'organisation. Et en français, si vous voulez savoir des choses sur la gouvernance, des logiciels libres, les licences, des retours expérience de projet, etc., allez-y, c'est super. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est préparez-vous, n'ayez pas peur, la jungle ça fait peur, hein, parce qu'il fait sombre, il y a des bruits bizarres et tout, mais prenez votre chapeau d'explorateur, j'espère que ça va pas foutre le bordel dans mon micro, ajustez votre ceinture, mettez vos bottes, on va rentrer dans la jungle des LLM. Donc là ça y est, ça commence, la lumière commence à devenir un peu plus tamisée, waouh, fait sombre, on distingue des trucs au fond, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, avant de s'enfoncer plus profondément dans la jungle, on va juste se retourner. Hop, on prend un point de repère, hein, histoire de au moins pouvoir retrouver la sortie, savoir d'où on vient un petit peu. Donc là, je vais pas refaire l'histoire de l'AI. Alors là, il y a Luc Julia qui le fait beaucoup mieux, et en gros, ça n'existe pas. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je reviens sur les langages de modèles. En gros, je remonte pas si loin, hein. Dans les années 2010, il y avait des modèles de langage déjà. On faisait déjà de la sémantique, de la recherche sémantique, et on modélisait les mots dans des espaces vectoriels avec cette notion d'embeddings, etc. Mais les qualités de ces résultats n'étaient pas super. Ça n'avait pas percé en termes d'usage. Il y avait de limitations, en fait. Tout ça, ça a basculé en 2017-2018 avec la publication d'un papier de recherche qui s'appelle Attention is all you need par Google Research, et qui a introduit ce mécanisme d'attention, en gros, sans rentrer dans les détails et sans vexer les data scientists et les spécialistes en AI. En gros, ça permet de paralyser des choses avec de l'attention qui se déplace dans la phrase, etc. Et donc ça a débloqué en fait les limitations qu'on avait sur le modèle de langage. Tout ça à base de ressources, etc. Et on va le voir de traitement. Ça a donné les large language models. Voilà, avec une architecture de type transformer. Okay. Et puis là, après, depuis 4 ans, 5 ans, c'est la hype totale qu'on connaît, avec ChatGPT, usage mondial, le truc la techno la plus adoptée en un temps record par l'humanité, l'usage du multimodal, donc plusieurs modalités, des modèles aussi qui vont gérer du texte, mais aussi de la voix, de l'image, de la vidéo, etc. Et puis, des réflexions sur, c'est puissant en fait ces modèles-là, faudrait commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire avec, donc des notions de responsabilité de l'usage de ces outils-là, puisqu'ils sont puissants. Donc vous avez vu, Luc Julia, c'est un outil, hein, avec un marteau on peut taper quelqu'un ou enfoncer un clou. Donc il y a les cadres réglementaires aussi qui se mettent en place, des gouvernements qui commencent à dire il faudra peut-être qu'on encadre tout ça. Et puis quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, sous ces angles-là des large language models, je disais, donc ça c'était il y a 1 an et demi, j'ai eu la première version de ce talk, à chaque fois que je le donne, ça change, parce que, évidemment, ça bouge tellement. Je disais, le futur, je jouais un petit peu Madame Irma, là, et je disais, waouh, ce sera les small language models, on va revenir à des trucs plus petits, plus spécialisés, qu'on va pouvoir diffuser, arriver sur des usages mobiles, il y a les agents aussi qui vont émerger, on va pouvoir commencer à faire de l'architecture,
Ah oui. Et puis, en fait, aujourd'hui, hier, demain, pardon, c'est aujourd'hui. Tout ça, c'est aujourd'hui, ça explose complètement. Il y a peut-être les lames dont je parlais, ça peut-être que ça va arriver, ça va exploser bientôt. C'est les Large Action Models. Donc, c'est plus du langage, c'est des comportements, en fait, le modèle. Donc, c'est pour interagir et faire de embodied AI dans des robots ou interagir avec le monde, etc., etc. Bon, bref, en tout cas, on voit que tout ça, ça bouge beaucoup. Là, le sujet de mon talk, c'est vraiment sur les LLM. Et alors moi, comme je l'ai dit, je suis expert open source. Moi, j'ai découvert l'open source quand j'étais en école d'ingé dans les années 90, en même temps qu'Internet. J'ai vu ces deux trucs, j'ai dit wow, c'est un truc de fou. On est en train de tout connecter et en plus on commence à partager des choses. Ça va être dingue, ça va changer le monde. Bon, c'est ce qui s'est passé à peu près. Et en fait, quand je regarde, donc du coup, j'ai suivi à partir des années 90. Donc c'est pas le début de l'open source ou du logiciel libre, mais j'ai suivi un peu toute l'adoption. En fait, tout ça, comment l'open source avec Internet. Enfin, tout ça, c'est concomitant. Ça a changé un peu l'IT, ça a changé la société, comment ça a été adopté, en fait. Et quand je regarde ce qui se passe avec la Gen AI, je me dis, waouh, ça me rappelle carrément ce que j'ai observé avec l'open source, sauf que ça va beaucoup plus vite. Okay, mais effectivement, que ce soit open source, Internet ou Gen AI, tout ça, ça a commencé évidemment dans des labs, dans des universités où on fait de la recherche. Et les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'habitude de travailler dans leur labo, publier des résultats de recherche, ils sont des colloques, comme nous et tout, ils sont sympas, ils disent, c'est lui qui a trouvé machin et tout, et de publier leurs résultats et surtout de les réutiliser. Donc c'est-à-dire que et donc il y a une espèce de recherche collective mondiale qui se fait où on réutilise les travaux des autres, on s'en inspire et on reconstruit par-dessus, et c'est comme ça que collectivement on arrive à construire des choses. C'est comme ça qu'on faisait du logiciel au tout début, avant qu'on comprenne que le logiciel ait de la valeur et que des AT&T, IBM, etc. disent on va vendre le logiciel. C'est ça qui a créé le free software. Des gens qui ont dit mais non, on veut continuer à partager les logiciels, on veut pas les rendre privateurs. Et donc c'est comme ça qu'on a fait les mathématiques. Si on avait mis des brevets ou on avait fait les mathématiques commerciaux, je ne sais pas si en tant qu'humanité on serait arrivé sur la Lune, par exemple. Chacun gardait ses équations dans son coin, etc. Donc il y a cette notion de partage. Et puis quand l'usage il devient mature, il devient puissant, il sort de cette sphère des labos et il rentre chez les individus. Et puis à travers les individus dans les entreprises. Donc là il y a l'usage. Alors là avec la Gen AI c'est ChatGPT. Voilà, ChatGPT, waouh, t'as vu le truc, tout le monde, c'est incroyable et tout. Puis là, waouh, il y a un usage, il y a une adoption dingue dans le cadre de ChatGPT et de la Gen AI en particulier. Alors en général je veux dire. Et ça rentre dans le monde du business et des entreprises. Où là on parle de milliards tout de suite. Là c'est la Gen AI, c'est des milliards de dollars, d'euros, de yens, etc., etc. Et là, on rentre dans ce qu'on a connu avec l'open source. Il y a des entreprises qui disent, bon, d'abord, avec ce modèle très centralisé, on va discuter, centralisation, décentralisation, ça coûte cher à entraîner, ça coûte cher à faire tourner, il faut beaucoup de machines, donc il faut de l'argent. Et puis, il y a de la valeur en modèle, donc on va gagner de l'argent avec. Et donc là, on commence à avoir des postures qui changent. Un peu comme avec le software, dire, non, mais attends, on pourrait le vendre, ce truc, on pourrait se faire de l'argent, les chercheurs, ils sont gentils, ils continuent, mais nous, on va monter des business models par-dessus. Et si on suit ce que moi j'ai observé dans l'open source, alors je suis un peu radical quand je dis ça, les LLM, ça va devenir des commodités. Voilà. C'est-à-dire que ça va devenir quelque chose de standard. Alors évidemment, ils vont être spécialisés, il y en aura qui sont open, qui seront payants, etc. Mais on va commencer à construire par-dessus. Okay, on va commencer à innover par-dessus parce que le LLM, ça va devenir une brique standard qu'on va mettre dans nos architectures. Sauf que ça va beaucoup plus vite. Et donc, moi, ce que je me suis dit, oh là là, je reconnais les patterns, ça me rappelle l'open source, mouvement open source, etc. Donc, le réflexe que j'ai eu, c'est de dire, je vais regarder les licences. Je vais regarder ce que ça veut dire ouvert. Parce que, voilà, Meta, ouais, on est open source, voilà, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire open pour un modèle ? Et c'est un bon angle d'analyse de comment on va pouvoir l'utiliser dans le futur, en fait, ces briques, alors que pour moi, elles vont devenir des commodités très bientôt, si c'est pas déjà le cas. Donc, c'est avoir plus de clarté sur les licences, plus de clarté sur l'ouverture d'un modèle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir les chercheurs chez nous. On fait de la recherche. Parce qu'on est... Alors, Worldline, c'est dans le paiement, principalement, et dans la gestion des paiements, ça fait longtemps qu'on fait de l'IA, notamment pour la détection de fraude, alors pas forcément de la GNI, mais bon. Et donc, ils regardent ça. Et donc, je suis allé les voir, je leur ai dit, bon, moi, j'ai une question simple. C'est, bon, déjà, qu'est-ce que c'est un LLM ? Déjà, bon, ça, c'est complexe, mais... Qu'est-ce qu'il faut que je regarde dans la chaîne de construction, d'entraînement d'un LLM ? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde pour identifier le niveau d'ouverture du truc ? Et ils m'ont dit, bon, alors ils sont avec ce schéma-là, donc ça a un an et demi.
Depuis, il y a d'autres méthodes d'entraînement qui existent, on pourrait faire des schémas plus complexes, etc. Mais les principes importants, ils restent. Ils m'ont dit, le premier truc, c'est le modèle lui-même. Donc le modèle, un LLM, c'est quoi? C'est un modèle de réseau de neurones, hein. C'est une description d'une architecture qui va être ensuite implémentée et qui va être entraîné. Et cet entraînement, il va générer des paramètres, la détermination de paramètres, donc les fameux poids du modèle, sur ces différentes couches de réseau de neurones. Et ils m'ont dit, nous, en tant que chercheurs d'IA, avoir le code qui implémente l'architecture de réseau de neurones, on s'en fout, parce que franchement, on sait le faire, c'est hyper connu. À partir du moment où on connaît l'architecture, c'est pas ça qui va faire la valeur du modèle. Okay. Ce qui est intéressant, c'est les poids. C'est-à-dire que c'est le modèle entraîné. Une fois que j'ai les poids, alors là, oui, je peux reproduire l'architecture, reconfigurer le modèle, et en gros, j'ai récupéré le modèle et je le fais tourner chez moi. Donc ça, ils m'ont dit, ça, c'est le premier truc qu'il faut que tu regardes. Est-ce que c'est disponible et selon quelles conditions? Deuxième aspect à regarder, c'est les données. Puisqu'il n'y a pas de modèle sans données, il n'y a pas de poids sans modèle. En fait, les poids, quelque part, c'est un peu les données qui ont été engrammées dans le modèle. C'est des mots à moi, ne les prenez pas pour... Donc, on a plusieurs types de datasets qui vont servir à entraîner les modèles. Donc ça, on a le dataset de pré-entraînement. Ça va servir à créer des modèles fondamentaux. C'est des modèles qui ont une connaissance générale énorme. Et c'est pour ça que pour les créer, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de récupérer le maximum de données, donc tout Internet, tout ce que c'est l'humanité, quoi, en gros, en essayant de filtrer, comme l'a dit Luc Julia, tout ce qui vient des LLM eux-mêmes, parce que sinon, ça fait la vache folle. On va entraîner les modèles avec ça. Donc là, il dit... c'est bien d'avoir, est-ce qu'on a accès à ces datasets? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Est-ce qu'on y a accès? Est-ce qu'il y a des licences dessus? Est-ce qu'on peut les réutiliser, les modifier, les réutiliser pour entraîner d'autres modèles ou pas, etc. Donc ça va être un gage d'ouverture. Le deuxième, c'est les datasets qui vont servir dans d'autres phases d'entraînement des modèles, notamment quand on veut faire des modèles fine-tuned ou spécialisés, qu'on va spécialiser alors sur un domaine donné ou en tout cas sur une manière de fonctionner donnée. Par exemple... les modèles de type chat avec des humains, ça, c'est des modèles qui sont fine-tunés par rapport à des modèles fondamentaux qui, eux, ont été entraînés pour faire tout plein de choses, mais pas forcément spécialisés pour le chat. Voilà. Et puis, pour une troisième catégorie de modèles, alors que je mets ici en renforcement par des humains, donc le RLFH, voilà, je réussi à le dire. Il y a aussi des données qui viennent d'humains pour corriger et aligner le modèle pour encore plus être dans un usage particulier. Okay. Et puis il y a d'autres techniques maintenant, des PO avec des préférences, etc. Mais en gros, il y a d'autres types de données qui servent à aligner le modèle. Et ce qu'ils m'ont dit, quand on est dans ce dernier cas-là, il y a un truc intermédiaire qu'on voit pas souvent, qui est le fameux reward model. Parce que j'ai dit que c'est renforcé par des humains, mais ça va aider à entraîner un modèle intermédiaire qui, lui, ensuite, va rentrer dans l'entraînement et l'alignement final du modèle. Et ça, ils m'ont dit, ça, souvent, on le voit pas, ce truc. Donc, nous, en tant que chercheurs, c'est important qu'on puisse réinstaller. J'ai l'impression. Vous m'entendez toujours? Ouais, c'est bon, nickel. Donc ça, ils m'ont dit, ouais, regarde ça, s'il y a ça. Et puis bon, il y a quand même du code, mais j'ai dit, bon, le code du modèle lui-même, l'architecture, l'implémentation, c'est pas ça qui va nous intéresser le plus, c'est ça, data processing code. C'est-à-dire, est-ce qu'on a tous les éléments pour faire tout l'ordonnancement, organiser le traitement des données, organiser l'entraînement, récupérer les résultats, les logs, etc., etc. Si on a ça, alors là, ça fait gagner vachement de temps parce qu'on peut très facilement reproduire l'entraînement du modèle chez nous et donc le modifier et faire nos propres fine-tuning, par exemple. Donc, OK, moi, en partant sur ces 5 artefacts, 5 composants de l'entraînement d'un LLM, j'ai dit, bon, OK, ça, c'est ma carte. Maintenant, j'ai besoin d'une boussole avant de rentrer dans la jungle. Je ne suis pas fou. J'ai du matériel. Donc, je propose cette graduation-là. 0, c'est complètement fermé. En gros, c'est la boîte noire. On n'a pas accès à l'artefact en question. Donc, que ce soit les données, le code, le dataset, les poids, etc., etc. Et puis 4, c'est complètement ouvert au sens free software, c'est-à-dire j'y ai accès, je peux l'utiliser, je peux le distribuer, je peux le modifier, je peux le distribuer, et ça sans restriction. Okay. Et puis entre les deux, j'ai mis 1. C'est décrit dans des papiers de recherche, mais on n'a pas tellement plus d'informations que ça. Mais on l'a vu, ça peut servir à des chercheurs en disant « Ah oui, non, mais ça, ce type de modèle, ok, j'ai compris, je peux le refaire, etc. » Okay. 2, je peux avoir accès aux composants, mais il faut montrer patte blanche, donc soit il faut payer, soit il faut avoir signé quelque chose, il faut être dans un projet de recherche, ce genre de choses-là. Typiquement pour certaines données. Et puis 3, c'est open, je peux l'utiliser, je peux le modifier, je peux le redistribuer, mais il va y avoir des limitations à l'usage que je peux faire de l'artefact en question. Et avec ça, moi ce que je propose, c'est là cette fois-ci c'est bon, on a moins peur, enfin moi en tout cas, et je peux rentrer dans la jungle, m'enfoncer dans la jungle et dire bon allez, je vais commencer à essayer de cartographier un peu comme un ethnologue là,
je ne sais pas comment on dit, un LMologue, et essayer de voir un peu quel profil de bestiole je vais trouver là-dedans, quoi. Bon, quand on rentre dans la jungle, le plus facile à trouver, c'est OpenAI. Celui-là, il n'est pas compliqué, on n'a pas besoin de s'enfoncer très profondément dans le truc pour l'identifier. Et donc, si j'applique un peu la grille, ça va me donner des choses de ce genre-là. Alors d'abord, OpenAI. Son nom, entreprise à but non lucratif, même si en ce moment c'est en train de devenir de plus ou moins changer de statut. Le nom, c'était, oui, c'est un projet de recherche pluridisciplinaire pour faire avancer la connaissance dans les AI pour le bien-être de l'humanité, etc., etc., etc. Donc, ce qui veut dire que leur famille de modèles GPT, donc Generative Pre-trained Transformer. Transformer, donc le truc introduit par Google avant. Donc ils sont toujours dans le mode recherche collaborative, etc. Ils implémentent ça. Le modèle, lui, il est complètement ouvert, on peut l'utiliser, il n'y a pas de restrictions, etc., etc. Et dataset et code, bon, c'est décrit dans des papiers de recherche, mais on n'a pas tellement plus de détails que ça. On est dans de la recherche, ils ne s'occupent pas des masses des données. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un modèle performant et montrer qu'on peut aller vers l'artificial general intelligence, qui n'existera jamais, a dit Luc Julia. Mais voilà, donc ça, c'est leur objectif. Arrive la hype. La hype de LLM. Ah, bam, bam, des millions d'utilisateurs, etc., etc. Là, Microsoft qui arrive, allez, je te donne des millions, tu vas entraîner le modèle, on va faire un truc de dingue. Bon, là, la valeur arrive et là, les gens disent, on ferme tout. Donc, on ne change pas de nom, mais par contre, on ferme le modèle, c'est complet, il n'y a plus rien, boîte noire. Donc, on ne sait pas comment ça marche. À partir de version 3, 4, O et suivante, tout est fermé. Il y a des choses qui sont décrites sur ChatGPT, donc qui est un fine-tune de GPT dans des papiers de recherche, un peu sur O1, mais quelque part, moi j'ai tendance à dire c'est presque du marketing, quoi. C'est se dire ouais, on a fait des trucs, ouais, on innove, on est super balèze, on fait du chain of thought, voilà, on a fait des choses, mais on n'a pas le détail véritablement. Donc on le voit, changement radical quand on rentre dans cette ère du business, open, recherche ouverte, collaborative, etc. Fermé, on fait de l'argent, on fait du business. Okay. Il y a un autre truc qui est important. Et c'est pour ça que ce réflexe-là de lire les licences et les conditions d'utilisation, puisque dans les conditions d'utilisation de OpenAI, il est dit, en gros, vous ne pouvez pas utiliser des résultats qui viennent de nos modèles pour entraîner des modèles concurrents. On va voir, c'est important pour la suite. Okay, donc, n'entraînez pas des modèles commerciaux. Ou alors, il faut venir nous parler. Okay, point important. Bon, un autre qui est facile à trouver. Oui, ça c'est un truc que j'ai rajouté parce que ça bouge tellement vite que j'ai rajouté ça puisqu'il y a à peu près une semaine ou deux, Sam Altman, donc le CEO d'OpenAI, a dit ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des trucs un peu open, comme à l'époque de GPT. On est en train de réfléchir à voir si on peut pas ouvrir quelque chose chez OpenAI. Donc là, on va arriver peut-être cette notion d'open weight, cette notion de commodity dont je commençais à parler là. Peut-être qu'il faudrait qu'on partage. Alors, est-ce que c'est sous la pression de concurrents américains ou chinois? Allez savoir qu'est-ce que ça va être exactement. On n'en sait rien. Mais en tout cas, on voit bien que OpenAI est en train de dire faut qu'on fasse gaffe et que peut-être qu'on joue un petit peu la carte de l'ouverture. Okay, donc là, comme je disais, l'autre, le facile à trouver, c'est Google. Je check l'heure, c'est bon. Avec BERT. Okay. Donc dans BERT, il y a Transformer, ça tombe bien, c'est eux qui ont inventé le type d'architecture, donc ils l'implémentent. C'est carrément plutôt ouvert. Le dataset, on n'a pas accès à tout si on ne monte pas de blanche, mais on est vraiment dans ce monde de la recherche collaborative, etc. Hype des LLM, d'abord avec Palm 2, puis maintenant Gemini, qui est un nom générique sous lequel ils mettent pas mal de LLM. Premier réflexe, on ferme aussi, hein. Attention, là, on arrête. Là on rentre dans l'arène du business, etc. Donc, on continue à publier des choses dans les papiers de recherche, mais bon, voilà, c'est tout. Et puis, peu de temps après, quand même, ils reprennent une posture un peu plus pragmatique, où ils se disent, on va quand même faire des trucs un peu ouverts, donc on va sortir Gemma, qui est en fait en parallèle, une famille parallèle à Gemini, qui autorise la réutilisation des poids. Avec des limitations, on va voir. La recherche sur les datasets notamment, elle est publiée, mais on n'a pas vraiment le détail. Et il y a des chances qu'il y ait des trucs quand même similaires avec Gemini. Hein. Voilà. Et en revanche, ils fournissent énormément de codes, d'outils, de docs, etc. sur comment faire tourner Gemma en local et surtout fine-tuner. Donc comment faire ses propres versions dérivées de modèles. Donc là, à la mode un peu Google, hein, allez-y, adoptez-le, jouez avec, etc. Okay. Pourquoi il a 3 sur l'ouverture des poids là? C'est parce que, en gros, il y a cette notion d'IA responsable que j'évoquais tout à l'heure, qui dit ouais, mais avec Gemma, vous pouvez pas faire le mal. Voilà. Alors le mal, c'est quoi?
Bonne question. Alors, il y a des trucs, c'est évident. Faut pas faire des exercices illégaux d'une profession. Faut pas faire la promotion de la violence, de la haine, etc. C'est à peu près clair, quoi. Donc, ouais, c'est puissant. Non, construire une bombe avec, vous pouvez pas. Enfin, voilà, ce genre de choses-là. Mais, donc, cette restriction-là, ça fait que ça contredit la définition stricto sensu de open source. Okay. À partir du moment où on met une restriction à l'usage, dans la définition initiale de open source, c'est pas open puisqu'on est en train de restreindre l'usage. Voilà, bon, ça c'est juste à noter. Donc déjà, open source, il faut faire attention à ce qu'on veut dire par là. Okay. Voilà, donc ça c'est sur la partie Google. Après les autres, les usual suspects, ceux qui sont faciles à trouver dans la jungle. En gros, c'est les gros, hein, c'est les géants du web, c'est ceux qui ont bien profité justement de toute cette mise en réseau et puis qui ont capté un petit peu la data, les usages, les données avec qui l'ont monétisé. Hein. Ils se sont dit, faut qu'on fasse de l'argent avec, etc. Ils essayent de rattraper, ou ils ont rattrapé leur retard, avec deux grands axes. Un, ils créent leur propre modèle. Alors, ouvert ou pas. Donc, ouvert, on a Alibaba avec Qwen, on a des choses qui se passent chez IBM aussi, ou propriétaires. Et puis, ils vont s'associer aussi, s'ils ne sont pas déjà des fournisseurs d'infrastructures, avec des fournisseurs d'infrastructures, parce que dans cette vision-là des modèles, il faut de plus en plus de ressources, il faut avoir le modèle le plus fort. Et puis, de toute façon, c'est la guerre, il faut montrer qu'on a le plus de paramètres, le plus de modalités, le plus de etc. Donc, OpenAI qui s'associe avec Microsoft, même si maintenant le patronat change un peu, mais voilà, il s'associe avec des banques et ça fait des capitalisations en termes de milliards. On a Anthropic avec AWS, on a Grok et donc XAI d'Elon Musk avec Oracle, etc. Donc on voit que ça commence à s'organiser et que les acteurs classiques du géant du web se disent il faut qu'on rate pas le train, il faut qu'on se positionne dans ce truc-là parce qu'il y a de la valeur, il va falloir la capter. Okay. Il y en a un dont je n'ai pas parlé, puisqu'on parle de GAFAM, c'est les Meta. Meta, il est intéressant, parce qu'il a fait quelque chose qui a aidé à structurer, en tout cas dans cette partie des acteurs, la jungle, là, un petit peu. Meta, ils ont commencé dans l'open aussi. De toute façon, ils ont des labs de recherche d'intelligence artificielle depuis longtemps. On a Yann Lequin, qui est là depuis longtemps aussi. Donc, Roberta, dans la pré-hype, on va dire, des LLM. Vu le nom, vous venez d'où ça vient, hein, c'est clair. Et donc là, ils étaient vraiment dans l'open, modèle, code complètement ouvert. Le dataset, ils essaient de montrer même plus de visibilité. Après, il faut détricoter un petit peu, etc. Donc, il peut y avoir certaines limitations en fonction des licences, etc. Mais bon, voilà, on est dans quelque chose qui est ouvert. Et puis arrive la hype, tout le monde dit il y a de la valeur, etc. Meta fait pareil et sort sa famille de modèles Llama. Commence à publier des choses dans le papier de recherche, mais sans donner trop de détails sur les datasets, sur le code. Par contre, ils font un truc, et ça a été dans les premiers de ces acteurs à le faire, ils disent, ouais, mais nous, notre modèle, on autorise à l'utiliser et à l'installer et à le fine-tuner. Et ça a été les premiers, et c'est pour ça qu'au début, ils ont dit, ouais, on est open source. Parce que, on autorise, etc. Bon, on a vu que open source, ça ne s'applique pas forcément, parce que déjà, il y a des limitations qui disent, faut pas faire le mal, aussi, déjà, sur Llama. Et puis, au fur et à mesure que Llama, avec les versions, etc., ils commencent à rajouter des choses dans les conditions d'utilisation. Donc, la première, c'est avec la version 2. Première restriction, ils disent, alors attendez, si vous faites un service basé sur Llama en mode SaaS par exemple, et que vous avez plus de 700 millions d'utilisateurs mensuels, là c'est plus open, hein, faut venir partager le gâteau avec nous. Donc il y a une protection, c'est business, hein, c'est pas bien ou pas bien, mais en tout cas voilà. Donc on veut partager le gâteau avec vous, ça c'est version 2. Version 3, ils disent, on voudrait quand même avoir la paternité, là, Llama ça commence à devenir bien connu, bien utilisé, donc si vous faites un modèle fine-tuné, il faut préciser que ça a été construit avec Llama, et même dans le nom de votre modèle, il faudra mettre Llama 3 devant. Voilà, pour que ce soit bien clair que ça vient de chez nous et que vous êtes sur une version qui s'est basée. Donc ça devient un peu plus restrictif. Et puis, Llama 4, alors là, Llama 4, c'est super, parce qu'on ne le voit pas bien, ça. Dans Llama 4, ils reprennent les restrictions d'avant, mais il y a un petit truc qui dit, dans les conditions d'utilisation, il dit, si vous êtes basé en Europe, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Voilà. Donc ça... Est-ce que ça a rapport avec les AI Act et qu'ils ne se sentent pas super droits dans leur botte par rapport à comment ils ont entraîné Llama et sur quel type de données? Est-ce qu'ils ont eu le consentement des utilisateurs de Facebook? Il y a peut-être quelque chose qui joue dans ça, mais pour l'instant, en tout cas, c'est quand même dit. Alors là, attention, c'est open, mais pas en Europe. Voilà. Donc, faut faire attention. Il faut bien lire les conditions d'utilisation parce que sinon, on peut avoir des surprises. Voilà. Bon.
Mais ils ont quand même fait ce truc, et ça a été les premiers de ce type d'acteurs de dire vous pouvez quand même charger le modèle et les réutiliser, surtout avant Yamaha 4, c'est-à-dire même en Europe. Mais là, déjà, aux États-Unis, tout de suite, il y a des chercheurs dans des facs qui se sont dit super, on va faire ça, on va faire des versions fine-tunées. Donc Stanford avec Alpaca, Vicuña, je ne sais plus, c'est Berkeley, je crois, je ne sais plus, une autre fac, et ils ont à peu près le même profil. C'est-à-dire que si on regarde avec la boussole là, le niveau d'ouverture, on essaie de scanner le modèle selon cet angle-là, le modèle et le pre-training, les niveaux d'ouverture, ils héritent ça du modèle fondamental sur lequel ils sont basés. Puisque ça vient de là. Okay, donc c'est 3 rien. Okay. Et qu'est-ce qu'ils ont rajouté, eux? C'est du code et c'est de la donnée pour faire ce fine-tuning. Donc, spécialiser le modèle, l'améliorer, etc. Le code, lui, il est sous licence Apache 2. Donc ça, de toute façon, c'est du code. Les licences open source, elles sont vraiment prévues à la base pour du code. Donc ça, c'est clair. Et au niveau des données, le truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des données qui venaient de ChatGPT. Donc ChatGPT, en gros, c'est un site sur lequel on partage des prompts et les résultats des prompts. Donc en gros, ils ont utilisé des résultats d'OpenAI. Ah ouais, mais il y avait une limitation sur OpenAI. Vous ne pouvez pas entraîner une IA concurrente de nous avec des données, etc. Donc en gros, c'est des travaux de recherche. On ne peut pas aller faire quelque chose. Si vous basez là-dessus et que vous construisez un truc business et tout, alors tout ça, c'est pas passé devant des juges et tout. Hein. Mais l'intention initiale, quand même, c'était pas que vous fassiez ça. En tout cas, eux, ils veulent pas. Donc vous pouvez avoir des petits problèmes. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête. Et puis plus récemment, genre la semaine dernière, il y a d'autres acteurs. Là, c'est une entreprise dans la Silicon Valley, une start-up, qui a dit moi, je vais me baser sur Yamaha 3.2 et je vais sortir une version encore plus avancée. Donc, avec le chain of thought, essayer de faire des trucs où on a des modèles qui réfléchissent à ce qu'ils vont faire avant de le faire. Enfin, voilà, ce genre de choses-là. Et donc, ça s'appelle Deep Cogito. Et, donc là, c'est tout nouveau. On n'a pas tous les détails. On n'a notamment pas de détails sur comment ils ont fait le fine-tuning, le code, etc. Mais on voit bien que directement, ils vont hériter du niveau d'ouverture de Yamaha 3.2. Et d'ailleurs, je ne suis pas allé regarder, je ne suis pas allé leur poser la question, mais normalement, ils devraient mettre Yamaha 3 devant, si on lit ce qu'il y avait écrit dans les restrictions. Mais bon. Voilà. Mais donc, tout ça pour montrer que cette ouverture-là, tout de suite, ça crée un dynamisme. Et il y a des gens dans la recherche, mais aussi dans le business, qui sont en train de dire on va créer des modèles, on va continuer, etc. Donc, à partir de là, il y a d'autres acteurs aussi qui se sont mis en place. J'en ai cité juste quelques-uns là, et qui ont dit nous, ce qu'on voudrait, c'est créer des modèles fondamentaux plus ouverts, notamment au niveau des datasets, pour impulser un dynamisme et retrouver cette collaboration qui vient de la recherche, qui vient du monde open source. On va faire ça de manière communautaire. Donc là, je vous ai cité quelques exemples. On voit, c'est pas mal des trucs de recherche ou militants. En France, par exemple, avec l'Inagora et OpenLLM, de dire on veut des choses les plus ouvertes possibles. Donc si je commence de ce côté-là ici, on a Eliter AI avec GPT et J, donc voilà, qui est ouvert. On voit, il y a des petites limitations au niveau du dataset, parce qu'en gros, c'est quand même des chercheurs. Et en gros, il y a une petite phrase qui dit au niveau des datasets, si vous voulez les réutiliser puis savoir exactement, renseignez-vous en fonction du dataset. Donc en gros, ça veut dire on n'a pas vraiment fait le boulot. On vous laisse vous démerder un peu avec. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3. Ils n'ont pas trop. Voilà. Mais sinon, c'est quand même assez ouvert. Mais c'est pas que aux États-Unis. Par exemple, Falcon, ça vient des Émirats Arabes Unis. Et là, pareil. Dataset super ouvert, ils ont créé leur propre dataset, ils ont mis une licence claire dessus, ils autorisent à l'utiliser, à le réutiliser, etc. etc. Sur le modèle, on va voir, ils peuvent mettre certaines limitations. Déjà, faites pas le mal, mais peut-être d'autres. Et quelques instructions sur le code. On a Bloom. Bloom, ce projet intéressant, parce que c'est un projet de recherche pan-européen, où la France était vraiment très présente, et ça a fait collaborer plein de labos, plein de labs de recherche, ça tournait sur Jean-Gé, voilà, ce genre de choses-là. Et eux, faire pas le mal, ils ont commencé à l'organiser avec la notion de Open Rail, donc Open Responsible AI License. Et donc, il y a plusieurs types de Open Rail, plusieurs niveaux, etc. Mais ça correspond à dire, vous pouvez pas faire ci, vous pouvez pas faire ça, etc. De ce point de vue-là, ça contredit encore un petit peu la définition open source. Par contre, le dataset est ouvert, le code est complètement disponible. Donc là, on est dans quelque chose qui est assez intéressant. OpenYama, pareil, donc ouverture sur le code, sur le modèle, sur le dataset, et puis quelques limitations au niveau du code. Voilà. Et puis Lucie, plus récemment, projet en France, où là, vraiment, on vise avec des gens qui viennent du monde un peu open source, etc., et qui essaient de viser au maximum cette ouverture-là.
Okay, donc ça, c'est intéressant. Donc, ce qu'il faut noter, c'est notion d'usage responsable, du flou sur les datasets où on peut se retrouver dans des situations où on dit « Ah non, c'est pas nous, on vous avait dit que bon, il fallait regarder, etc. » Mais on a des choses qui apparaissent. Donc là, juste pour montrer des licences open source qui peuvent être modifiées. Là, si je prends Falcon, le projet des Émirats arabes, ils disent « On est basé sur Apache License ». Et moi, j'ai vu des gens qui disent « Ah, c'est open, c'est Apache. Apache, pardon. » Tout. Mais ils disent aussi, ah, on l'a modifié, et d'ailleurs, vous devrez vraiment lire ce qu'on a fait. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que si vous faites du Falcon as a service, bah, en fait, il faut venir nous donner de l'argent. Donc, en gros, c'est basé sur Apache, mais on a mis une restriction à l'usage, et on a mis une espèce de clause de protection commerciale, un peu comme Meta, un peu comme d'autres acteurs. Donc, c'est important de regarder les détails et les conditions d'utilisation aussi des modèles. Okay. On a aussi d'autres acteurs, là j'ai essayé de catégoriser, je les ai mis là, dans ce qu'on appelle open weight. Donc open weight, vous voyez ce que c'est maintenant, c'est je distribue les poids, j'autorise d'autres à les réutiliser, à même fine-tuner des modèles à partir de là, mais je ne vais pas forcément publier beaucoup de choses sur les données qui ont permis d'obtenir ces poids-là. Okay. Et j'ai plutôt tendance à favoriser le fait qu'on fine-tune en fournissant du code, de la doc, etc., pour que d'autres adoptent le ou les modèles et les spécialisent. Okay. Et donc, on a d'autres entreprises, en général, qui utilisent ce même positionnement, comme Meta, par exemple, on l'a vu, comme Google avec Gemma, et DeepSeek, donc la Chine. Donc ça, c'est pour montrer que tout ça, c'est pas limité aux États-Unis. L'IA, ça n'a jamais été limité aux États-Unis, c'est le business qui est très concentré sur les États-Unis, avec DeepSeek. Donc DeepSeek qui a fait le buzz, voilà, vous avez tous entendu parler de DeepSeek. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un modèle qui est ouvert. Alors il y a un truc pas très clair, c'est un peu flou sur la partie de DeepSeek. Donc là, je parle de DeepSeek R1, donc le DeepSeek qui est intelligent, là, celui qui sait faire de la self-reflection, etc. Donc lui, il est basé sur une version Bootstrap qui s'appelle R1.0. En fait, ils ont construit leur modèle comme ça. Et le R1.0, il est lui-même entraîné sur une base de DeepSeek V3. Bon. Et V3, il y avait des restrictions à l'usage, mais qui n'existent plus dans DeepSeek R1, qui est complètement MIT. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est pas super clair, mais il y a un truc qui est clair en tout cas, c'est qu'ils ont commencé à enlever des restrictions. Alors la raison, ça peut être géopolitique, ça peut être commercial, ça peut être plein de raisons, mais clairement, là, ils ont dit, ouais, nous, on met plus de restrictions sur l'utilisation des modèles, en tout cas, on y va. En revanche, oui, les datasets, pas de détails, etc., et on donne du code. Ils ont fait aussi autre chose, ils ont mis en place la distillation. Donc la distillation, en gros, c'est on utilise un gros modèle, donc DeepSeek R1, qui a été super entraîné, qui a ses capacités de self-réflexion, etc. Et on va faire du knowledge transfer. Donc il va servir à éduquer un modèle plus petit qui existe pour l'aligner encore un peu plus. Okay, et ils l'ont fait donc, avec des modèles ouverts, type Qwen, donc d'Alibaba ou Llama, en version 3.1, 3.3. Et donc là, ce qu'il faut voir dans ces cas-là, c'est que les licences de ces modèles distillés, ils gardent les licences des modèles originaux. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se mélanger. Des fois, on peut faire des micmacs dans les modèles et tout. Donc un modèle distillé Llama 3, ou s'il y a un Llama 4, là, attention, là, en Europe, par exemple, ça pourrait poser des problèmes. Voilà, ce genre de choses. Okay, et puis on a Mistral, Cocorico, basé en France, on va dire, voilà, qui a un peu le même profil. Hein. C'est-à-dire que les modèles, ils sont ouverts. On n'a pas beaucoup d'informations sur les datasets. En revanche, on a beaucoup de composants et d'aides pour aller faire des modèles fine-tunés. Ce qui est intéressant avec Mistral, c'est aussi l'innovation au niveau business. C'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on a bien connues dans l'open source avec version communautaire, version entreprise, versus, pardon. Donc voilà, Mistral va aussi fournir, là, sous licence bien commerciale fermée, des trucs optimisés, adaptés à l'entreprise, qui s'intègrent facilement, etc. Donc on voit que là, on retrouve des choses qu'on a connues dans le monde de l'open source, avec des business models qui se cherchent, qui se créent, etc. Ils ont même innové avec la notion de sustainable openness sur Codestral. Donc Codestral, c'est un modèle spécialisé pour la génération de code, où là, ils ont créé la Mistral Non-Production License. Donc en gros, c'est dit, vous pouvez faire ce que vous voulez à titre personnel et tout, mais si vous l'utilisez en prod ou faire des API ou du SaaS avec, en fait, non, c'est pas ouvert. Donc attention, là aussi, voilà, ça dépend de quoi on regarde. Mais ce qui est intéressant avec Mistral, c'est qu'ils ils ont toutes ces différentes postures-là. Ils sont en train de regarder un petit peu comment peut-être trouver leur modèle économique aussi, quoi. Bon, j'accélère un petit peu. À partir du moment où on a des modèles fondamentaux qui sont ouverts,
plus ou moins ouverts. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres qui les prennent et qui font des versions fine-tunées dessus. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec Dolly. Donc Dolly, c'est un modèle fait par Databricks. Ils sont basés sur GPTJ d'Elifair AI. Donc ils héritent des modèles de niveau d'ouverture de GPTJ sur le modèle pre-training. Et puis, ils ont créé leur modèle de fine-tuning. Alors, ils ont fait du crowd, quelque chose en interne dans l'entreprise pour créer ce modèle-là. Okay. Ils autorisent complètement à leur utiliser. On n'a pas d'informations sur un éventuel reward model et le code, lui, est disponible. Okay. Bloom Chat, du nom, on en déduit sur quoi il est basé, sur Bloom. Okay. Plus l'orientation chat, ce qui est intéressant, on voit, là, ils ont utilisé le dataset de Dolly pour faire le fine-tuning. Donc là, on commence à voir cette logique de collaboration, d'innovation collective qui se met en place. Et Lion aussi, qui sont des datasets qui viennent de communautés en Allemagne, par exemple. Pas d'informations non plus publiques, en tout cas, sur un reward model. Et puis là, ils réutilisent OpenRail, de toute façon, qui est dans l'écosystème Bloom pour le code. Zephyr, c'est intéressant parce que c'est une entreprise, Hugging Face, que vous connaissez bien, qui a dit « Ah, tiens, nous, on va fine-tuner Mistral ». Donc là, il fait un tune Mistral, mais eux, ils sont pareils, ils ont utilisé des résultats d'OpenAI pour faire le fine-tuning. Donc c'est plus un projet de recherche, en APOC, je ne sais pas comment le dire, avec des exemples quand même. Et puis les deux derniers, ils sont intéressants parce que ça, c'est des communautés qui ont dit, alors nous, on essaie de faire les modèles les plus ouverts. Dès le début, on veut avoir quelque chose d'ouvert. Donc Yama 360, tout est dans le nom, donc ça, c'est le nom de l'organisme. Après, il y a plusieurs versions, Amber, etc. dans les modèles. Donc là, les poids et les modèles, ils sont complètement open. Ils listent vraiment les datasets qu'ils utilisent et ils font attention aux licences. Donc Red Pajama, qui sont des datasets connus et utilisés par pas mal d'autres projets. Ils utilisent les datasets de Falcon, de tout à l'heure, Starcoder, etc. On a des informations sur les datasets de fine-tuning qu'ils ont utilisés, mais c'est un peu compliqué de vraiment savoir où on en est. C'est pour ça que j'ai mis 3, parce que c'est un petit peu cafouillis, mais quand même, c'est leur idée. Pas d'informations sur un reward model potentiel, le code est disponible. Et puis, Olmo, donc ça c'est pour la Alan AI Institute aux États-Unis, qui est intéressant, parce que eux, ils ont vraiment fait l'effort d'abord de créer leur propre dataset, à la fois de pre-training et de fine-tuning. Ils ont mis des licences très claires dessus, mais du genre responsible license, c'est pour ça qu'ils ont 3. Et eux, ils ont fait un truc bien, c'est que le reward model, il est clair, il est sous licence MIT, ultra feedback, et il peut être réutilisé, etc. Donc là, on a quelque chose qui commence à devenir de plus en plus open. Okay. Donc ça, c'est intéressant. Après, on peut quand même avoir cette notion à nouveau de l'IA responsable. Donc là, par exemple, sur Olmo, c'est à nouveau ne faites pas le mal. Mais on voit que là, faites pas le mal, c'est une autre définition. Là, c'est pas d'usage militaire, parce que la guerre, c'est pas bien. Il faut préciser que ça a été généré par une machine, si vous faites quelque chose qui vient de ça. Vous ne pouvez pas faire de choses qui sont en lien avec la biométrie, ou commencer à faire de la prédiction dans des choses qui ont un rapport avec la loi, etc. Donc c'est pour ça que le mal, c'est pas bien. C'est sûr. Mais le mal en Chine et le mal aux États-Unis, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même qu'en Europe? C'est pour ça qu'il faut regarder quand même dans les détails de ça veut dire quoi, ne faites pas le mal. Parce que ça pourrait très bien être ne faites pas des trucs médicaux. Si vous êtes une boîte, une start-up qui est dans le domaine médical et qui veut innover là-dessus, vous mettre au courant avant de commencer à construire toute une solution sur ce genre de composants, quoi. Bon, et puis à suivre, je vais commencer à accélérer ces vers-là. OpenR1 et OpenSix, ça c'est juste pour montrer la capacité de mutation et d'adaptation de l'open source à partir, du mouvement collaboratif et open à partir du moment où il y a des choses qui sont ouvertes. Donc OpenR1, c'est Hugging Face qui dit, DeepSeek a publié tout, comment ils ont fait toutes leurs astuces là, leurs tricks et tout, etc., pour faire OpenR1 et rentrer en concurrence avec OpenAI. Nous, on va refaire la même chose, mais en complètement open. Et puis, il y a OpenSeek, pareil, c'est les mêmes, mais c'est à Pékin, dans l'Institut de recherche d'AI de Pékin, qui disent, nous, on va faire OpenSeek, et c'est la même idée. On va essayer d'ouvrir au maximum les choses. Donc, une fois qu'on a commencé à ouvrir les choses, il y a cet aspect communautaire qui se met en place. Et c'est ça que j'appelle le moment Linux, où il y a vraiment des choses qui se passent, quoi. Parce que l'ouverture et la transparence, ça favorise l'innovation collective. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va reprendre et qui va utiliser un dataset de là, etc., et construire son nouveau modèle, quoi. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup de moments Linux. Je l'ai analysé via cette notion de licence pour qu'on puisse comprendre un petit peu le positionnement des différents acteurs. Et on le voit, ce positionnement, il change. On l'a vu, là. Maintenant, il y a OpenAI qui dit « on va peut-être faire de l'open weight ». Parce que sinon, peut-être qu'on va se faire dépasser. C'est intéressant. Il y a d'autres aspects, il y a d'autres éléments qui, pour moi, participent de ce que j'appelle le moment Linux, c'est-à-dire le moment où Linux et l'open source commençaient à...
changer l'IT, quoi. Là, j'en ai mis 3. Il y en a un, c'est la partie outils collaboratifs et écosystème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a de l'ouverture et qu'on a de la réutilisation, bah forcément, il y a de la collaboration qui se met en place et ça fait émerger des écosystèmes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et ces écosystèmes-là, ils vont soit se baser sur des outils, soit ils vont créer ces outils pour collaborer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a bien vu avec l'essor d'Internet et puis de l'open source de manière générale. Donc j'en ai cité quelques-uns ici. Archive, c'est pas du tout quelque chose qui a été créé par ni l'open source ni par l'IA. Hein. Mais par contre, c'est devenu une plateforme vraiment sur laquelle, bah voilà, c'est quoi la référence Archive de ton papier de recherche où est-ce que je peux avoir la description de ce que tu as fait. Jupyter, c'était juste un autre exemple. Cette notion-là qui venait un petit peu du monde des data scientists, etc. Mais cette manière de présenter et d'expliquer et de démontrer des recettes de data science et notamment de Gen AI avec des notebooks, c'est quelque chose qui a été complètement adopté et maintenant qui est rentré dans les usages. Et d'ailleurs, maintenant, on peut faire tourner autre chose que du Python dans des notebooks, etc., etc. Hugging Face. Bon, bah, c'est le GitHub de l'AI. Donc ça, c'est vraiment... bah, là, toutes les communautés sont présentes. On dit, bah, elle est où ta modèle carte sur Hugging Face? C'est là où il faut être. Okay. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les innovations qui sont faites, on l'a vu, il y a des innovations qui se font pas que au niveau technique, mais au niveau des business models, comme on l'a connu dans l'open source. Ah ben voilà, moi j'ai un modèle community enterprise, j'ai un modèle un peu open core, enfin ça ressemble, enfin voilà. Il y a des choses qui sont en train de se passer là. Mais donc il y a tous ces écosystèmes qui vont générer, qui vont innover, vraiment. Ensuite, il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau aussi de l'optimisation, de la démocratisation des modèles eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je parle de commodity et compagnie. Donc d'abord, au niveau hardware, déjà avec les puces, parce que là, la hype, elle a explosé quoi en 2020 le temps de construire des nouvelles puces et tout, au niveau industrie, c'est quoi, 4 ans. Là, on arrive dans la période où tout le monde va sortir des puces AI. On va avoir des puces AI dans tous les PC. On va avoir des puces AI dans les téléphones. Ça va commencer à se généraliser parce que les GPU, il se trouve que en fait, c'est du calcul matriciel, c'est les réseaux de neurones. Donc, il se trouvait que bah, ça tombait bien. C'est la même chose que c'est faire les cartes graphiques, mais à la base, c'était pas prévu pour ça. Donc là, on va créer encore des CPU ou ce que j'appelle des XPU qui sont encore plus optimisés, qui vont coûter moins cher et on va retrouver partout. Donc ça, c'est sûr que ça va démocratiser à fond. Il y a des choses qui se font aussi au niveau software, sur les modèles eux-mêmes, comment, ben déjà, les small language models, on l'a vu par exemple avec la distillation, c'est-à-dire, OK, on a des grands modèles qui vont servir à entraîner des plus petits modèles, plus spécialisés, du coup, pour pouvoir faire tourner dans les téléphones ou avoir des usages qui sont plus frugaux, on va dire. On a la quantization. La quantization, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de réduire un peu la qualité des modèles. En gros, c'est des vecteurs hein, dans des espaces vectoriels. Et donc, plutôt que de mettre des floats, on va mettre moins de précision. Et donc, ça permet d'avoir un modèle plus petit qui est peut-être de moins bonne qualité, mais qui va pouvoir tourner sur des CPU classiques ou dans des mobiles, etc. Et puis, il y a tout l'aspect aussi sur la décentralisation, auquel moi, je crois beaucoup, puisque c'est comme ça qu'on a fait Internet, l'open source, etc. C'est redécentraliser l'entraînement et l'inférence des modèles. Donc, comment faire ça et pas avoir cette vision unique il faut avoir le plus gros modèle avec les plus grosses salles machines et 2 centrales nucléaires à côté pour les faire tourner. Est-ce qu'on a d'autres manières de faire aussi et c'est en plus, c'est pas à la place d'eux, comme on a vu avec, par exemple, l'open source. Et puis, dernier aspect, c'est les outils et les frameworks, les communautés qui se créent autour des modèles cette fois-ci, puisqu'ils sont en train d'être démocratisés. Et là, pour moi, c'est ça aussi, le fait qu'on rentre dans la commoditisation. C'est comment on utilise ces briques-là, nous, dans l'IT, moi, architecte, quand je vais concevoir des solutions, comment j'intègre les modèles dans mes architectures. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On le fait, quand c'est dans ce mode un peu collaboratif et tout, ça se fait à la mode Unix. Donc, do it once, but do it well. Okay, donc, je ne vais pas chercher à faire le truc qui fait tout. Je vais chercher à faire quelque chose qui le fait super bien. Parce que je sais que quelqu'un d'autre va faire quelque chose de super bien à côté et je vais pouvoir m'associer. Et à la fin, ça va donner un OS, et puis ça va s'appeler Linux, et puis ça va dominer le monde. Voilà, par exemple. Mais quand on fait ça, forcément, qu'est-ce que c'est, si je compte sur les autres pour m'intégrer, je vais faire émerger des standards, puisqu'il faut de l'interopérabilité. Donc ça génère. Tout ça, ça va générer de l'interopérabilité et des standards, et donc ça organise un petit peu tout cet écosystème-là. Donc là, j'en ai cité dans un domaine qui est un peu connexe, mais celui des agents, parce que c'est à la mode. Donc j'ai placé un petit peu agent, je suis passé au début. À la fin, voilà, avec MCP, tout le monde parle de MCP, ou A2A, comment faire communiquer des agents les uns avec les autres. On voit bien qu'il y a des standards, des protocoles qui sont en train de se mettre en place. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on a commencé à faire des protocoles interopérables, ça a donné Internet, quoi. Donc là, il y a de l'espoir. Okay. Et puis, j'ai cité LangChain, c'en est un parmi d'autres. Il est connu. Là, il est intéressant pour moi parce qu'il montre à quel point LangChain, d'abord, c'était en Python.
parce que Python, c'est la data science, ça vient de ce monde-là. Et puis il y a une version JavaScript, et puis il y a LangChain4j. Je suis sûr qu'il y a eu plein de réunions. Je connais des gens qui sont comme spécialistes du domaine dans la salle. Et donc on voit que ça se démocratise et que ça sort du monde de la data science et que ça rentre dans le monde de l'informatique, en tout cas que moi, je connais, et des systèmes que j'ai l'habitude de concevoir, quoi. Donc, en conclusion, c'est la fin de notre exploration. J'espère que vous avez un peu moins peur. Vous avez des clés, une boussole, etc. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'entre un positionnement où on a des API complètement fermées, black box, payantes, et quelque chose qui des gens essayent de créer, qui serait la free AI comme as in freedom et pas as in free beer. Okay. Il y a plein de positionnements différents et puis c'est très très mouvant. Il y a plein d'acteurs qui arrivent, qui se créent, qui s'en vont, qui se réassocient, etc. Et on a un modèle un peu qui est en train d'émerger que maintenant on appelle open weight. On dit plus trop open source, ça fait pas trop tendance maintenant. Il faut dire open weight. Okay, mais vous avez compris à quoi ça correspond. Ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'on a appris aussi en observant un peu ces créatures sauvages, c'est que attention quand même aux modèles fondamentaux sur lesquels c'est basé, parce qu'on va hériter de certaines restrictions ou d'ouverture, etc. Attention aux datasets qu'on utilise, parce que ces datasets ils peuvent venir aussi avec des contraintes, etc. aussi. Et puis attention aux clauses de concurrence qui vont être mises par des acteurs, parce que c'est du positionnement aussi business et stratégique, et aux restrictions liées aussi à l'IA responsable. Voilà. Et si je reviens sur ma courbe du début, là où je disais, on est dans le moment Linux, et puis je reconnais une courbe d'adoption que j'ai connue avec l'open source, etc. Effectivement, on est passé de la recherche ouverte à aujourd'hui un marché hyper concurrentiel, où c'est encore des annonces, il y a beaucoup de buzz, c'est parfois difficile un peu d'y voir clair là-dedans, parce que il y a beaucoup de feuillage dans la jungle. C'est vraiment un puma que j'ai vu là-bas. Je sais pas. Bon, bref, mais on arrive vers l'écosystème compétitif. Qui est celui qui génère vraiment la commoditisation, parce qu'on va coopérer sur ces briques commodity et on va continuer à innover par-dessus. Donc l'ouverture, ça favorise effectivement la réutilisation et la collaboration. Et cette collaboration-là, c'est ça qui entraîne la commoditisation. Donc en fait, il ne faut plus parler pour moi de moment Linux. Là, on est passé dans le mouvement. C'est quelque chose, c'est une lame de fond qui arrive et qui va transformer un petit peu comme l'open source. L'IT, ça ne veut pas dire que ça va remplacer. Et j'ai fini après, c'est terminé. AI et open source, c'est complètement compatible. Alors depuis, il y a d'autres organismes, il y a d'autres initiatives pour étudier l'ouverture des modèles. Je vous en ai mis quelques-uns ici. OSI, ce qu'ils ont fait, c'est très important. Alors il y a des polémiques sur les datasets et tout, mais au-delà de ça, il fallait que quelqu'un se saisisse et quelqu'un en qui on a confiance, donc l'OSI, avec un process ouvert pour le faire, qui définisse qu'est-ce que c'est open source AI, parce que c'est utilisé dans l'AI Act, par exemple. Donc le législateur, il dit, il y a une exception si vous êtes une AI open source. Ah ouais, mais c'est quoi? Donc là, l'OSI, il a fait le boulot. Donc après, il y a des discussions qui vont se faire. La Linux Foundation qui a participé aussi à son modèle framework pour évaluer. Il y a des choses qui existent dans le monde de la recherche, mais c'est une centaine de batteries de critères, etc. C'est lourd, c'est un peu compliqué. Il y a des choses qui se passent aussi au niveau du gouvernement français. Voilà, donc j'espère que vous y voyez un peu plus clair, que ça vous a intéressé. Et puis, quand on prend du recul, on se rend compte que cette jungle-là, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer, ça s'organise, et finalement, c'est pas si le chaos que ça, quoi. Hein. Donc, alors, je sais pas, Rafiki, j'ai vu qu'il a piqué une espèce de vieille tablette Maya ou Aztec, je sais pas trop ce que c'est. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux ou de filer en aiguille, retrouver les slides du truc, je crois quand même que c'est un QR code, donc vous pouvez le scanner. Voilà, merci de votre attention. Je peux enlever ça, ça y est, on n'est plus dans la jungle. Ah, voilà. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, sinon ce sera après. Bon, après alors. Merci en tout cas.